Et voilà. Eh bien, bonjour pour cette reprise du séminaire Penser la pandémie Bourgogne-Franche-Comté. Après l'été, nous accueillons aujourd'hui Pierre Ancet, maître de conférence en philosophie à l'Université de Bourgogne, qui va nous parler d'une enquête de terrain qu'il a fait auprès d'autistes qui ont eu une façon de vivre le confinement qui peut-être peut nous apprendre à mieux le vivre tous pour la prochaine fois, si jamais ça devait nous arriver à nouveau. Pierre, c'est à toi. Merci Arnaud. J'espère effectivement pour nous que cela n'arrivera pas à nouveau, mais effectivement, je vais vous parler d'une situation un peu paradoxale où eh bien, des personnes qui ordinairement se trouvent être en difficulté sociale se sont retrouvées en plus grande facilité que la plupart d'entre nous. Alors, je vais lancer le diaporama, vous me le dites si tout fonctionne bien. Voilà, vous avez la page de titre, tout va bien pour vous? Tout va bien. Très bien. Donc, le sous-titre que Arnaud avait proposé était « Que pouvons-nous apprendre des autistes de haut niveau à l'âge du confinement ?» Et effectivement, je pense qu'on a certaines choses à apprendre de ces personnes. Donc, j'ai la chance d'avoir travaillé avec de jeunes femmes autistes de haut niveau, autistes Asperger. Je reviendrai sur ces définitions, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de représentations erronées de l'autisme, donc vous me pardonnerez, il faudra que j'explique les choses à ce sujet. Je vous laisse juste réfléchir à ce que j'ai écrit sous le titre. Est-ce que l'autisme est une pathologie? Est-ce qu'il est un handicap? Est-ce qu'il est une spécificité? Et selon la manière dont on l'envisage, évidemment, on ne considérera pas les personnes qui sont porteuses d'autisme de la même façon, on ne considérera pas de la même façon ce qu'elles peuvent nous apporter, etc. Donc, il s'agit de penser la pandémie, mais en considérant ici vraiment ses conséquences sociales, on va aborder le thème vraiment par la bande, puisque ce qui nous intéresse, ce sont les conséquences sur la vie courante. Enfin, quand je dis par la bande, c'est malgré tout quelque chose qui nous a tous concernés, puisque nous avons tous vécu le confinement. Et cette expérience, avec celle qui semble s'esquisser en ce début d'année, avec l'expérience du masque, de l'enseignement masqué, etc., peut nous interroger, et nous interroger par exemple en nous posant cette question: un humain dont on limite certaines possibilités, est-il un humain diminué? Ou bien est-il un humain qui explore d'autres possibilités? En effet, on aurait tendance à répondre oui, dès qu'on limite les possibilités de quelqu'un, eh bien, on le limite dans son entièreté. En fait, ce que l'on constate, notamment avec les personnes en situation de handicap, c'est que dès qu'on va contraindre quelqu'un, il va, la plupart du temps, trouver des moyens de retrouver des capacités qu'il avait eues ou de développer d'autres capacités en étant ce que l'on peut appeler autrement capable. Donc ça demande une gymnastique complexe, nous allons tous le connaître, nous allons tous faire l'expérience de petites contraintes, finalement ce sont de petites contraintes, le masque, la distanciation, etc., qui vont nous amener à peut-être enseigner de façon différente, à penser nos cours de façon différente. Eh bien, ces contraintes minimales, si de temps à autre vous pestez contre elles, souvenez-vous que certaines personnes passent leur vie entière à essayer de faire avec des contraintes beaucoup plus importantes. On a ici des expériences variées qui peuvent nous permettre de considérer nos difficultés d'adaptation. Et que se passe-t-il donc pour des personnes qui, elles, essayent de s'adapter à des règles sociales qui sont toujours pénibles pour elles? Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque on est dans ces dispositions d'adaptation forcée? Eh bien, l'un des effets ressentis d'inadaptation supposée est une nécessité constante de s'adapter et de se réadapter. Alors j'insiste bien là-dessus parce que ce n'est pas une fois, ce n'est pas une adaptation ponctuelle, c'est une adaptation constante. La réadaptation fait partie de la vie. Et chaque fois qu'on trouve un état de stabilité relative, il faut encore se réadapter à des choses nouvelles. Et l'effet de tout cela est une fatigue extrêmement importante, décrite par beaucoup de personnes en situation de handicap, que celui-ci d'ailleurs soit physique ou d'autres sortes, ici neurologique.
la conséquence pour les personnes, c'est l'épuisement. Et peut-être avez-vous ressenti cet épuisement quand vous avez dû travailler pendant le confinement, la nuit, comme ça a été le cas pour moi, pour enregistrer des cours en ligne, etc. Il y a cet épuisement, il n'est finalement que peu de choses par rapport à ce que d'autres ont pu connaître. En effet, ce qui est juste agaçant une fois devient épuisant nerveusement. Je peux parler ici de surcharge émotionnelle quand il se réitère au quotidien. Il y a des phénomènes qui ne supportent pas l'habituation. Il y a des effets de répétition qui sont de l'entraînement, il y a des effets de répétition qui sont épuisants. Et je pense qu'on a trop peu travaillé sur cette répétition de la difficulté quotidienne, qui est un des aspects des handicaps sur lequel finalement il y a très peu de travaux, très peu de publications. Et pour faire un parallèle avec ce que nous vivons, sans doute avons-nous aussi collectivement trop peu travaillé sur ces répétitions d'exigences. Alors vous pouvez penser bien sûr à des exigences administratives, à des contraintes de plus en plus importantes qui pèsent sur nous. Bon, sachez aussi que les gens qui ont des handicaps doivent constamment refaire des démarches administratives pour prouver qu'ils ont bien le handicap qui est le leur, même si celui-ci est irréversible. Alors quand vous entendez des enseignants autour de vous qui disent « ce n'est plus le même métier, si ça continue comme ça, je jette l'éponge, etc. », eh bien, eux sont vraiment dans cette surcharge affective liée à la répétition des obstacles. Et je dis bien surcharge affective parce qu'en fait, le problème ici n'est pas cognitif, ce n'est pas une surcharge cognitive. On ne nous demande finalement pas plus sur ce plan-là, mais on nous demande beaucoup plus émotionnellement, affectivement, quand on doit se réadapter. Ce n'est pas ce qu'on entendrait d'habitude. On aurait plutôt tendance à penser que l'adaptation est strictement cognitive, intellectuelle, et précisément, je ne pense pas. D'autant plus que là, en parlant d'autisme, on a affaire à des personnes qui sont intellectuellement parfaitement capables, voire même très capables, beaucoup plus que la moyenne en général. Donc, nous sommes dans un contexte où les exigences quotidiennes ont changé et la crise de la Covid-19, le confinement, ont mis en évidence le caractère assez arbitraire de critères de normalité et de valorisation des personnes. En effet, les tempéraments solitaires, craintifs, sensibles, plutôt indépendants, qui peinent ordinairement à se faire une place dans le monde du travail, étaient ici finalement les plus adaptés à la situation. Certains appréciaient le calme, la solitude, d'autres, à l'inverse, ordinairement très actifs, intensément relationnels, étaient des gens qui avaient tendance à ronger leurs freins, à se brûler de l'intérieur quand ils étaient seuls avec eux-mêmes. Et on peut citer notamment les personnes célibataires, très investies socialement, très investies professionnellement, qui se sont retrouvées dans des situations souvent extrêmement difficiles, avec véritablement des effets pathologiques sur leur propre fonctionnement. Donc c'est en ce sens qu'on peut parler d'un renversement, puisque des personnes ordinairement considérées comme anormales, pathologiques, se sont révélées ici beaucoup plus à l'aise que d'autres qui sont considérées comme normales. Cette normalité étant finalement synonyme de l'ordinaire dans un contexte donné, dans un milieu donné, pourrait-on dire, et ce contexte, en évoluant, eh bien, transforme nos critères de normalité, le critère de valorisation, qui est performant, qui ne l'est pas. Si on place la valeur sous la performance, on peut aussi placer la valeur d'un être humain, j'en conviens, sous autre chose que la notion de performance, bien entendu. Par rapport à cette question du renversement, je supposais que l'incertitude concernant la maladie, son évolution, la maladie de la Covid, et l'avenir tel qu'il s'offrait à nous, qui était de plus en plus incertain, allait vraiment poser problème à des jeunes femmes autistes, puisque l'une des caractéristiques de l'autisme, c'est ce que l'on appelle le besoin de sameness, de mêmeté, on pourrait dire en bon français, qui est d'avoir de la peine à s'adapter à une situation nouvelle et d'avoir à faire, par exemple, le même trajet quotidien en passant dans les mêmes rues, en faisant les mêmes choses à la même heure, etc., de façon à se rassurer et à limiter le niveau d'anxiété. Eh bien, ici, on a vu exactement l'inverse. Alors, ça serait plus vrai actuellement, vous voyez, avec des consignes qui changent tous les 3 jours environ en ce moment, toutes ces consignes qui nous ont forcés à nous réadapter peu de temps avant la rentrée. Oui, ça, c'est précisément ce qui est angoissant pour des personnes qui sont attachées à des répétitions quotidiennes, mais
3 mois de confinement avec à chaque fois des temps de déplacement limités, avec des règles bien précises. Finalement, ça n'a pas posé particulièrement problème, en tout cas pas plus qu'à d'autres, aux personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Et à l'inverse, vous avez, vous le savez, des collègues qui avaient leurs habitudes bien ancrées, qui ont vécu tout cela très difficilement. On peut ici parler pour ces personnes ordinaires qui ont vécu difficilement des situations complexes, d'une forme de normopathie ou de pathologie de la normalité, en reprenant les expressions de Guillaume Leblanc, collègue philosophe, dans Les maladies de l'homme normal, qui nous montre que l'homme normal, trop bien adapté, est finalement celui qui sait le moins se réadapter. Et je ne pense pas justement que des personnes autistes ayant un besoin de mêmeté rentrent vraiment dans cette catégorie, parce que justement, elles ne sont pas normales, donc elles ne sont pas dans la normopathie. Elles ne sont pas normales statistiquement parlant, je précise bien ici. Donc, la normalité pouvant s'entendre d'un point de vue statistique, elle peut s'entendre également du point de vue de ce qui s'oppose à la souffrance ressentie. J'y reviendrai, on peut définir la pathologie comme une souffrance ressentie et non pas seulement comme quelque chose qui se définit en extériorité. Effectivement, on a affaire à des personnes qui ne craignaient rien pour leur revenu en particulier. Pensez à des collègues qui ne sont ni cafetiers ni restaurateurs, qui n'avaient pas de risque particulier attaché à leur activité professionnelle et qui, malgré tout, se sont trouvés désorientés par la rupture d'un certain nombre de normes sociales rassurantes. Eh bien, on n'a pas affaire ici à des personnes autistes, mais malgré tout, à des personnes qui ont une grande difficulté. Alors, pour essayer tout de même de vous renseigner sur la question de l'autisme, parce que je pense que c'est indispensable pour un certain nombre d'entre nous, je m'excuse auprès de collègues qui éventuellement connaîtraient très bien tout cela, je vais vous donner un certain nombre d'éléments et vous pourrez m'interroger aussi en complément par la suite. Alors, l'autisme, ce n'est pas un syndrome en particulier, en fait, c'est ce qu'on appelle un champ, un spectre autistique. C'est un syndrome neurodéveloppemental avec des symptômes particuliers, des caractéristiques propres. Et quand on essaye d'unifier tout cela, finalement, on se retrouve avec une difficulté qui est d'arriver à faire rentrer dans ce syndrome neurodéveloppemental une très grande variabilité de symptômes. Alors, vous remarquez que si je parle de symptômes, je pathologise. Si je parle de caractéristiques propres, en fait, je suis dans l'idée que l'autisme n'est qu'une spécificité neurologique et non pas une pathologie au sens médical du terme. Donc, qu'est-ce qui fait le point commun entre ces différentes personnes? Eh bien, ce sont les difficultés communicationnelles et les difficultés sociales. Ça peut être une incapacité complète de communiquer. Parfois, des personnes sont entièrement non-verbales. Ça peut être une incapacité de comprendre les autres, une incapacité d'interpréter leurs réactions, ce qui, et là j'y insiste, ne veut pas dire une absence d'empathie de la part de ces personnes, comme on l'entend trop souvent, y compris dans un certain nombre de théories scientifiques, comme la théorie dite théorie de l'esprit, sur laquelle je ne m'étends pas ici, mais je ne rentre pas du tout dans ces perspectives-là. Je pense au contraire qu'on a affaire parfois à des gens d'une très grande empathie, mais qui sont dans l'incapacité de comprendre les réactions, les motivations de nombre de nos concitoyens jugés normaux, de personnes ordinaires. On a affaire à alors, ce qu'on peut appeler soit des obsessions, soit des intérêts spécifiques, soit des passions accaparantes. Vous remarquez que selon la manière dont on l'envisage, justement, on pathologise ou on ne pathologise pas l'autisme. Donc, des intérêts spécifiques, ça peut être très varié. Vous avez des gens qui sont absolument passionnés par les plans de métro, les plans des transports dans une ville donnée, les lignes des compagnies aériennes. Ça peut être les mathématiques, bien sûr, ça peut être des choses abstraites ou des choses concrètes, peu importe, mais il y a un champ dans lequel ces personnes s'investissent et où celles-ci ne sentent pas la fatigue, elles peuvent déployer des efforts au travail tout à fait extraordinaires. Et ce champ de passion accaparante ou d'intérêt spécifique, selon la manière dont on l'envisage, est là aussi caractéristique. Autre caractéristique, une hypersensibilité sensorielle aux stimulations. Une sensibilité intense, très fréquente
est récurrente. Et j'insiste sur les 3 aspects parce qu'en fait, si on se dit oui, hypersensibilité à la lumière, ben oui, moi aussi ça m'arrive, ou au bruit, ben quand je suis dans une foule ou au supermarché, oui, je suis hypersensible au bruit, oui, mais ça c'est une fois. Ça n'est pas quelque chose qui est très fréquent à tous les moments de la journée et ça n'est pas aussi récurrent que nous pouvons le connaître. Donc, cette hypersensibilité, elle touche les différents sens, évidemment, et il se peut, par exemple, que si j'avais mis sous ma présentation une couleur plus chaude, du rouge ou du jaune, ça ait gêné extrêmement quelqu'un qui est autiste pour pouvoir lire ce que j'ai écrit. Ici, en bleu, normalement, c'est une couleur qui est plus facile à suivre. Bon, il y a les couleurs, les odeurs, les sons, tout cela pose évidemment pour ces personnes d'énormes difficultés. Il y a les angoisses face au changement dont je parlais tout à l'heure. Alors on peut se demander d'ailleurs si ce sont vraiment des angoisses irrationnelles. Est-ce que c'est vraiment irrationnel de s'angoisser face au changement quand on sait que le temps est quelque chose qui par nature nous échappe, que la crise de la Covid nous l'a bien montré, on peut faire toutes les anticipations que l'on veut, on ne maîtrise pas ce qui va se passer, on ne le maîtrise pas autant qu'on aurait pensé le faire. Finalement, n'y a-t-il pas, quand on considère l'avenir proche, l'avenir à moyen terme ou même l'avenir à long terme, pour des questions d'écologie par exemple, des angoisses tout à fait rationnelles? Et si on parle d'angoisse irrationnelle, évidemment, on pathologise. Si on parle d'angoisses rationnelles qui sont beaucoup plus souvent présentes à l'esprit que pour tout un chacun, alors on ne pathologise pas, on dit simplement que ce sont des personnes qui ont raison et qui n'arrivent pas à se dégager de cet ordre des raisons qui leur permet d'éprouver cette angoisse. Donc, vous voyez qu'on peut, dans tous les cas, envisager les choses de manière très variée. Et évidemment, à ce tableau s'ajoutent beaucoup d'autres caractéristiques individuelles. Alors maintenant, si nous prenons ces différents aspects du point de vue des difficultés que nous avons collectivement rencontrées pendant le confinement, eh bien, on s'apercevra que pour des personnes autistes, finalement, ce confinement qui a été si complexe pour la grande majorité d'entre nous ne l'est plus, puisque les difficultés communicationnelles vont avoir tendance à disparaître puisque vous ne voyez plus des gens directement, à part ceux que vous avez choisis, ceux qui vivent avec vous. Et vous avez une possibilité d'interpréter plus à distance ce qui se passe, puisque, par exemple, vous êtes devant votre ordinateur, vous pouvez prendre un peu de recul, vous n'êtes pas envahi par la présence des autres, comme ce peut être le cas quand on a une empathie débordante, ce qui pourrait être une forme d'explication des difficultés qui va à l'inverse, vous l'avez compris, de certaines explications traditionnelles concernant l'autisme. Obsession et intérêt spécifique. Quand vous êtes confiné, vous pouvez passer tout votre temps dans vos passions accaparantes. Aucun problème, plus rien ne vous retient. Alors évidemment, ça peut se pathologiser si vous oubliez de manger, si vous oubliez de dormir, ce qui peut arriver, hein. Mais ça peut être aussi un moment de très grand plaisir pour celles et ceux qui travaillent et qui n'ont pas ordinairement suffisamment le temps de développer leurs intérêts spécifiques comme ils le souhaiteraient. La sensibilité sensorielle. Eh bien, quand vous n'avez pas de trajet de transport à faire, cela vous enlève un stress sensoriel extrêmement important que ces personnes rencontrent dès lors qu'elles sortent dans la rue, dès lors qu'elles doivent prendre des transports en commun. Elles ne les prennent pas lorsqu'ils sont bondés, mais même s'ils ne le sont pas, c'est extrêmement stressant, extrêmement fatigant. Je vous ai parlé de l'épuisement. L'adaptation aux stimulations des déplacements est une source d'épuisement vraiment souvent pointée par les personnes concernées. Bon, l'angoisse face au changement, ça, en revanche, ce n'est pas quelque chose qui va changer, justement, si on a affaire à des angoisses rationnelles. Voilà, donc le confinement nous propose en fait des avantages, si on se met du point de vue de ces personnes dont je viens de parler, diminution de difficultés communicationnelles, diminution de l'impact émotionnel de la présence des autres, distanciation physique obligatoire partout, port du masque, etc. Donc, des contacts vraiment hygiéniques, des contacts distants qui conviennent très bien, du temps pour se consacrer à ses intérêts et une diminution des stimulations sensorielles. Quand on parle de spectre autistique, je le dis rapidement pour ne pas que vous fassiez de contresens à ce sujet,
c'est plus un ensemble d'éléments dont chaque élément fait vraiment partie du spectre qu'une gradation où on partirait du moins grave au plus grave, par exemple, hein, où on aurait dans la partie gauche les gens autistes non-verbaux, dans la partie droite les personnes les plus proches de la normalité, de l'ordinaire. Non, en fait, c'est un ensemble de spécificités qui sont plus ou moins marquées selon les personnes. J'emprunte cette équivalence avec le spectre lumineux à une auteure autiste, justement. Et elle nous dit, par exemple, si on est autiste non-verbal, on peut avoir une très bonne compréhension des comportements sociaux, mais évidemment, comme on ne peut s'exprimer, par exemple, que par écrit ou que par ordinateur, eh bien, le langage, lui, sera particulièrement difficile à mettre en place. Et en revanche, d'autres choses seront plus faciles, comme l'interprétation de ce que vivent les autres. À l'inverse, si vous êtes autiste Asperger, vous aurez des facilités verbales, souvent même une très grande facilité verbale, pas toujours, hein, ça peut être aussi lié à des difficultés d'usage du langage, mais en tout cas dans l'expression, dans la conceptualisation, vous n'aurez pas vraiment de problème. En revanche, vous pourrez avoir par exemple des difficultés motrices très marquées. Et quand on parle de gravité de l'atteinte, en fait, c'est une représentation que nous avons. Souvent, quand on parle du spectre autistique, on le voit comme ça. C'est-à-dire on pense qu'à gauche, les personnes qui sont juste un peu excentriques sont en fait des autistes Asperger, chez lesquels les choses sont peu marquées. Et puis ensuite, vous avez autistes lourds, qui sont des personnes non verbales, avec lesquelles on ne peut pas avoir d'échange. Et en fait, la réalité est beaucoup plus complexe que cela, puisque certaines personnes jugées autistes lourdes sont en fait capables d'échanges écrits, montrant de très grandes facultés d'adaptation, de compréhension de leur environnement. Et puis d'autres personnes qui paraissent tout à fait, presque, on va dire, pas tout à fait, mais presque ordinaires, peuvent avoir des problèmes d'adaptation aussi tout à fait considérables, même s'ils sont invisibles. Donc voilà, je vous disais, tous ces caractères communs dont je vous ai parlé n'unifient pas vraiment les troubles du spectre autistique. Il existe, alors je ne vais pas rentrer dans les théories de l'autisme, il en existe des centaines. La seule chose qui va m'intéresser ici, ce sont les récits et descriptions des personnes concernées. En effet, la démarche que je suis en philosophie est de travailler non pas à propos, sur des expériences, mais avec des personnes concernées. Je l'ai beaucoup fait dans le champ du handicap physique par le passé. Et là, je commence à le faire avec donc, des personnes porteuses d'autisme. Et c'est d'autant plus paradoxal finalement qu'il y ait peu de travaux avec les personnes concernées qui rendent compte de leurs difficultés vécues, qu'on a affaire à des gens qui, bien souvent, ont des capacités d'élaboration plus importantes que la moyenne, du moins le pense-t-on, si tant est que cela ait du sens d'en parler de cette façon. Disons qu'il y a quantité d'intellectuels, voilà, pour prendre les choses de façon standard, qui sont directement concernés, et on fait très peu de travaux collaboratifs, en tout cas en France. Donc, on peut s'appuyer sur des hypothèses élaborées par des chercheurs neurotypiques, comprenez non autistes. Les personnes neurospécifiques sont les personnes autistes, les personnes neurotypiques sont les personnes non autistes. Et c'est une façon d'envisager le problème en extériorité, c'est-à-dire qu'on va essayer de réfléchir à ces difficultés en fonction de ce qui se lit de l'extérieur sur le visage des personnes, pas grand-chose souvent, de ce qu'elles disent, parfois pas grand-chose non plus, de leur comportement, parfois tout à fait déstabilisant. Et on va faire des hypothèses à partir de tout cela, et on aura une vision vraiment en extériorité. C'est souvent d'ailleurs le reproche que l'on fait à quantité de théories, y compris psychanalytiques par le passé. Et on peut aussi s'appuyer sur ce qu'en disent les personnes autistes, si tant est qu'elles aient trouvé un moyen de communication qui leur convienne. Et ici, on rentre dans ce qu'on peut appeler une expertise d'usage par rapport à une expertise scientifique en extériorité, où on peut être dans une collaboration avec un chercheur de l'intérieur par rapport à un chercheur académique. Alors, ce n'est pas un antagonisme entre les deux, hein. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre d'une complémentarité. Mais cette complémentarité doit se manifester sous la forme d'un véritable échange. S'il y a chercheur de l'intérieur, et si chercheur de l'intérieur signifie autant que chercheur académique, alors il doit y avoir réciprocité dans l'échange.
Donc, si je pose une question à quelqu'un à propos, par exemple, du vécu du confinement, cette autre personne est en droit de m'interroger de la même façon sur ce que ressentent des personnes neurotypiques, si tant est que je le sois, bien sûr, et je peux lui parler de ma propre expérience, ma propre analyse. Les choses ne vont jamais dans un seul sens. Il y a réciprocité. Et ça, j'y insiste beaucoup parce que c'est une des composantes de l'éthique de la recherche telle que je souhaite la mener. Donc, on ne peut que s'étonner qu'il y ait une si grande limitation de la participation à la recherche de ces personnes. C'est ce que récuseraient les Disability Studies anglo-saxonnes, des études donc, sur les handicaps, qui nous rappellent à quel point cet échange est quelque chose d'essentiel. Alors, voici une pionnière de ces échanges. C'est l'une des premières personnes qui a décrit son expérience d'autiste, c'est Temple Grandin, qui a écrit dans les années 80 Ma vie d'autiste, et qui est devenu très célèbre aux États-Unis, qui est devenu d'ailleurs universitaire en psychologie pour défendre ses propres thèses à partir notamment de son expérience, mais évidemment pas uniquement, puisque ça ne serait qu'une expérience subjective. Et vous l'avez compris, l'expérience d'une personne autiste n'est pas celle de toutes les personnes autistes. Ça serait vraiment ridicule de le penser ainsi. Donc, elle a écrit plusieurs livres très fascinants sur sa pensée en images, sa facilité à concevoir des mécanismes complexes uniquement à l'intérieur de son esprit, etc., à résoudre des problèmes non pas par le raisonnement, mais par l'image. Bref, un mode de pensée très différent de celui auquel nous avons l'habitude de nous confronter, mais auquel elle nous donne accès par l'intermédiaire de ses travaux. Bon, alors je vais passer assez rapidement sur le fait que la catégorie même d'autisme est extrêmement large, elle est extensive, ce qu'on appelle aujourd'hui trouble du spectre autistique, regroupant des formes plus ou moins sévères, avec les réserves que j'ai faites tout à l'heure sur l'identification de la sévérité d'une atteinte. Et on pourrait faire ce schéma, on reprend les couleurs du spectre autistique de tout à l'heure, et puis pour manifester cette catégorie extensive des troubles du spectre autistique, ben vous avez des ballons, c'est-à-dire que ces catégories se gonflent à mesure qu'on les redéfinit. Et à chaque fois qu'on a une redéfinition nosologique, c'est-à-dire des classifications de ce qu'on considère comme une pathologie, eh bien, on a un changement notamment du nombre de personnes concernées. Grâce au dépistage précoce, grâce à ces changements de définition, la prévalence a énormément augmenté, puisqu'on est passé, vous voyez, de 2 à 5 cas pour 10 000 personnes dans les années 90, pour 6 cas pour 1000 dans les années 2000, et aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 1%, voire 1 pour 66. Chez certains chercheurs, j'ai même trouvé 1 pour 37. Donc, il est clair que ce n'est pas seulement parce qu'on dépiste mieux, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on appelle autistes des personnes qui, par le passé, n'auraient jamais été considérées comme telles. C'est une redéfinition de nos catégories qui fait qu'on a affaire à des choses de cet ordre. Alors, si on parle de l'autisme au féminin, parce que je vous disais que je travaillais avec des jeunes femmes autistes, eh bien, c'est encore plus net, puisque les travaux sur l'autisme au féminin sont en pleine accélération en ce moment. À partir de 2010, vraiment, il y a eu une explosion d'études sur ce sujet. Et puis, j'en profite pour vous montrer que ce n'est pas, comme on le pense, Leo Kanner ou Hans Asperger qui ont les premiers décrits des personnes autistes. C'est plutôt Grunia Sukareva, qui justement est une femme qui n'employait pas ce terme d'autisme, mais qui a été l'une des premières, peut-être y en a-t-il eu d'autres auparavant, à décrire un autisme de type Asperger. Et c'est ensuite Lorna Wing en 1981 qui a popularisé cette description des autismes de type Asperger. Il faut savoir que donc même Leo Kanner, dont le nom est appliqué aux autistes dits de bas niveau, en fait décrivait des autistes Asperger plutôt. Mais tout ça fait partie de l'histoire de la découverte de l'autisme, et donc je passe plus rapidement sur ces aspects. Alors, qu'en est-il du syndrome au féminin ? Eh bien, nous avons affaire à des personnes chez qui les troubles sont généralement statistiquement moins visibles que chez les hommes. Et ça va avoir une importance évidemment sur le travail, la vie sociale, la vie en commun. En effet, les femmes ont des stratégies de socialisation plus développées que les hommes pour masquer leur autisme. Et c'est pour cela qu'elles étaient moins détectables par le passé.
Elles ont plus rarement des troubles visibles, des troubles obsessionnels compulsifs, des troubles oppositionnels que les hommes. Elles vont plutôt exprimer leurs difficultés sous forme d'anxiété ou de dépression. Elles ont des intérêts spécifiques plus socialement acceptables. Par exemple, si elles s'intéressent à la psychologie sociale, cet intérêt spécifique va leur permettre d'élaborer des stratégies de socialisation encore plus efficaces. Et donc, cela va passer encore plus inaperçu. Si elles s'intéressent aux animaux, c'est plus acceptable socialement que de s'intéresser, par exemple, de façon compulsive au plan de métro de toutes les villes d'Europe, par exemple. En revanche, l'épuisement, lui, reste bien présent, les angoisses restent bien présentes. Et il faut savoir cependant que ces angoisses et ces troubles que l'on repère ne sont pas tant liés à l'autisme lui-même qu'à l'inadaptation sociale. Ça, c'est une chose vraiment essentielle si on veut comprendre la différence entre une vision pathologisante et une vision de l'autisme comme spécificité. C'est que les autistes tels qu'on se les représente, se tapant la tête contre les murs de façon répétitive, etc., sont des personnes qui souffrent, ce sont des autistes qui souffrent. Ce ne sont pas des personnes qui auraient nécessairement ce type de conduite. Certaines vont utiliser des comportements répétitifs de ce type pour essayer de diminuer leur excitabilité. Mais ça n'est pas pour autant quelque chose qui traduit un désordre mental aussi impressionnant qu'on pourrait l'imaginer en voyant ces personnes. Puis là, je vous parle de gens qui sont invisibles, qui peuvent travailler, avoir un conjoint, des enfants, etc., et qui cependant vont avoir tellement de difficultés dans leur vie courante qu'à un moment donné, elles vont se poser la question de savoir si elles ne seraient pas porteuses d'un trouble de ce type. Souvent d'ailleurs, ce sont des mères dont le fils est beaucoup plus nettement atteint, parce qu'il est un garçon, qui découvrent sur le tard, parfois à 30, 35 ans, qu'elles-mêmes sont porteuses. Une jeune femme qui a beaucoup popularisé cette question de l'autisme au féminin en France, Julie Daché, qui est actuellement maître de conférence à l'INSHEA, mais aussi militante dans le champ de l'autisme, et qui a coécrit une bande dessinée intitulée La différence invisible pour parler de sa propre expérience. Donc c'est une invisibilité qui cache en fait la fréquence de ces atteintes. Par exemple, Fabienne Casalis, qui travaille au CNRS sur ces questions, me disait que dans les études, classiquement, nous faisons état d'une femme pour 9 hommes avec le diagnostic dit de haut niveau, sans déficience intellectuelle. Dans le diagnostic pour les personnes dites de bas niveau, on a un ratio d'une femme pour 4 hommes, ce qui laisse penser qu'en fait, dans le premier cas, dans le champ de l'autisme de haut niveau, une grande partie d'entre elles ne sont pas détectées. Et selon d'autres auteurs, comme William Mandy, eh bien, on aurait un ratio réel d'une femme pour 3 hommes, peut-être même d'une femme pour 2. Et peut-être qu'un jour, on se dira finalement, il y a autant de femmes que d'hommes autistes, mais on n'en est pas encore là. Tout ce que l'on constate, c'est que le ratio homme-femme est en fait complètement erroné dans nos représentations habituelles et dans les études qui ont été faites. Attention, quand je vous parle de ces Aspergirls, de ces femmes Asperger, dont les spécificités sont moins visibles, cela ne veut surtout pas dire que les difficultés n'existent pas. Nombre des personnes que j'ai rencontrées ont passé des années à s'interroger sur la raison de leurs troubles. Beaucoup d'entre elles ont été d'ailleurs diagnostiquées très tard, comme les personnes dont je vous parlais à l'instant, à 25, 27, 30 ans, et ont eu une vision rétrospective de leur vie à partir du moment du diagnostic. Donc ce n'est pas parce qu'elles ont moins besoin d'aide du point de vue sanitaire et social qu'elles ont peu de problèmes, c'est simplement parce que leurs difficultés sont moins apparentes. En revanche, elles sont tout aussi vulnérables, elles peuvent ne pas savoir répondre aux agressions, ne pas comprendre les sous-entendus. Elles sont très souvent victimes d'agressions sexuelles. Elles ont très souvent de grandes difficultés avec la compréhension des intentions des autres. En fait, c'est une double peine, comme l'écrit une auteure, mieux je me camoufle, plus je m'épuise. Mais mieux je me camoufle, moins je suis considéré comme vraiment autiste, donc moins je vais être aidé par rapport à cet épuisement. Alors, peut-être vous posez-vous la question classique,
de savoir si les difficultés que l'on rencontre quand on est une femme autiste sont plus liées à voilà, sont plus liées à des différences génétiques ou plus liées à des différences de genre. Ça, c'est une question qu'on se pose souvent en sciences humaines. Est-ce que c'est des différences génétiques liées au sexe biologique qui expliquent qu'il y a des ratios différents entre hommes et femmes, ou est-ce que ce sont des différences de genre, c'est-à-dire d'éducation, de normes sociales, qui l'expliqueraient? Dans le premier cas, vous êtes dans une approche plutôt naturaliste du problème, et dans le second cas, dans une approche plutôt anti-naturaliste. Bon, alors, souvent en sciences humaines, en sociologie, on est plutôt dans une approche antinaturaliste, et on dirait, par exemple, qu'il est facile, selon nos codes culturels, pour une femme, pour une jeune femme, pour une fille, il est plus facile de rester en retrait quand on est dans un groupe que lorsqu'on est un garçon, notamment dans les communications non verbales faisant intervenir le corps et la possibilité de se défendre physiquement, etc. Ce serait une manière de dire, ben voilà pourquoi on repère moins souvent les jeunes femmes autistes. Voilà pourquoi aussi elles développent des stratégies de socialisation plus efficaces parce que leur environnement social le leur permet. Mais il est bien évident que nous nous trouvons en fait entre une position naturaliste et une position antinaturaliste, que les deux sont liés, même si on ne peut certainement pas faire comme font certains auteurs, attribuer un pourcentage à ce qui est organique et à ce qui est social. Ça, je ne rentre absolument pas là-dedans. Nous sommes dans ce qu'on peut appeler des capacités combinées entre justement l'environnement, les opportunités qu'on rencontre et les capacités propres que l'on peut avoir, si tant est qu'on puisse encore parler de capacités propres indépendamment de cet environnement donné. Pour le dire à la manière de Martha Nussbaum, philosophe et auteur avec l'économiste Amartya Sen de travaux sur les capabilités, ce qu'on a traduit par capacité, eh bien c'est justement, ce sont toujours des capacités combinées entre l'environnement humain, l'environnement non humain également, les opportunités que l'on rencontre, et puis ce que l'on est capable soi-même de saisir de ces opportunités. Donc cela ne nie pas les différences, mais cela montre l'impossibilité par principe d'une vision qui ne serait que naturalisante. Et le changement de contexte, comme le changement de contexte qu'on a rencontré dans le cas du confinement, le montre bien. Si vous changez l'environnement de certaines personnes, notamment l'environnement humain, si vous donnez à des personnes considérées comme autistes très déficitaires des moyens d'expression qu'on ne trouve pas toujours. Parfois, il faut 5, 6 ans, parfois 10 ans pour trouver un moyen d'expression qui soit adapté. Eh bien, vous allez donner à cette personne les moyens d'exprimer ses capacités, vous allez renforcer ses capacités. Vous allez lui permettre d'avoir les conditions minimales de vie, le fait d'avoir une voix, par exemple, même si c'est une voix synthétique, puisqu'elle ne peut pas parler verbalement, vous allez lui donner une voix sociale au sens de la représentation sociale. Et alors, sans aller jusque-là à propos du confinement, il y a néanmoins eu un changement ici de contexte qui a révélé un certain nombre de choses intéressantes pour les personnes avec lesquelles j'ai travaillé et qui leur a permis d'échapper pour un temps à l'épuisement, à ce qui peut devenir de la dépression pour certaines, puisque chez les femmes autistes, la dépression est très, très fréquente. On la rencontre dans la population dans près d'un cas sur deux. Vous avez aussi des tentatives de suicide 13 fois plus importantes que dans la population générale. Donc, vous voyez, quand je vous parle de difficulté d'exprimer ses capacités, les conséquences sont redoutables. Et quand on a un environnement qui est plus favorable, eh bien, je ne dis pas que les difficultés disparaissent, mais celles-ci se transforment. Donc, si je résume sur ces aspects dont je viens de vous parler, si l'autisme est largement reconnu aujourd'hui comme d'origine neurologique, on ne parle plus de l'autisme comme d'une psychose, comme en revanche, par la souffrance ressentie, il est difficile d'admettre que la pathologie de l'autisme vienne essentiellement des troubles des relations avec les autres humains. Et
il est toujours difficile d'admettre que même les comportements répétitifs, les auto-agressions que l'on repère, sont liés à un contexte donné. Et pourtant, hein, plus les développements, les recherches se font, plus finalement on s'en rend compte. Ces comportements dits autistiques sont des comportements d'autistes qui souffrent, je vous l'ai dit, mais j'y insiste parce que ça me paraît tout à fait essentiel. Alors, venons-en à l'expérience de ces personnes. À propos des normes sociales et du confinement, nous avons donc tous dû nous appliquer à travailler différemment et nous avons dû, d'une certaine manière, nous adapter à un mode de vie légèrement plus autistique, ce qui a créé chez un nombre non négligeable de personnes des troubles, et des troubles pathologiques peut-être, qui pourraient être considérés comme véritablement susceptibles de révéler les difficultés chez des gens ordinairement considérés comme normales, des personnes considérées comme normales, ou bien on pourrait considérer cela simplement comme un effet d'un contexte particulier. C'est intéressant parce que c'est exactement ce que je vous disais à propos des personnes autistes précédemment. Quand vous avez des gens qui souffrent, est-ce que, par exemple pour des personnes célibataires qui souffrent du confinement, quand il y a des décompensations, quand il y a des actes qu'on peut considérer comme des marqueurs de pathologie psychique, est-ce qu'on a affaire à quelque chose qui est révélateur d'un trouble latent, d'une pathologie qui était invisible, ou bien est-ce qu'on a affaire aux conséquences d'une situation particulièrement pénible? Il y a ce questionnement que l'on peut avoir vis-à-vis de personnes ordinaires, placées dans un contexte difficile, particulièrement délicat pour elles. On peut l'avoir également pour des personnes que l'on pathologise ordinairement, pour des personnes autistes de haut niveau. En revanche, les personnes avec lesquelles j'ai travaillé ont évoqué le plaisir d'être confinées. Alors, elles qui ont échappé à la socialisation, au transport, aux hyperstimulations, se sont dit enfin, on peut éviter de serrer des mains le matin, de faire la bise à d'autres gens. Et quand je serre la main, je peux éviter de réfléchir à la quantité de contacts que je vais consentir dans une poignée de main. Combien de doigts, quelle surface de peau, quelle pression, pendant combien de temps. Vous voyez jusqu'où ça va en fait quand vous avez un contact de ce type-là, que vous êtes autiste et que la sensation tactile est aussi hyper stimulée, eh bien vous devez constamment réfléchir à ce que vous faites et à ce que vous donnez aux autres, à ce que vous consentez à donner aux autres pour ne pas vous épuiser. Impossible aussi de subir les conversations fatiques, les conversations qu'on appelle informelles, les conversations vides de sens, où on ne part pas directement pour aller au sujet qui nous occupe, mais on parle du week-end, on parle d'autres choses, choses qui épuisent et désorientent beaucoup les personnes autistes. Avec évidemment aussi des sourires, des mimiques qu'on ne comprend pas parce que souvent elles sont là pour se faire bien voir, avec des sous-entendus qui peuvent être des rapports de domination implicite entre les personnes que ces personnes autistes ne comprennent pas davantage. Inutile aussi d'essayer d'interpréter les actes incohérents des autres. À l'inverse, quand on est confiné, eh bien, on peut éprouver le plaisir d'entendre le calme, le silence, le chant des oiseaux retrouvés même en pleine ville, me disait l'une des participantes, l'absence de cris, d'agitation, l'absence de bruit de circulation. Tout dépend évidemment des conditions matérielles du confinement. Toutes m'ont dit, si on était enfermé dans un petit appartement avec des autres personnes qu'on n'a pas choisies, ce serait évidemment un cauchemar pour nous aussi. Mais quand on est dans des conditions favorables, bien, voici par exemple ce que me lisait une des participantes. Nous habitons dans une petite maison depuis peu hors de Dijon. Je ne suis pas enfermé dans un appartement bruyant. C'est mon conjoint qui se charge des courses, car déjà en temps normal, j'en suis incapable et j'ai souvent des angoisses dans ce contexte. Et dans un contexte de confinement comme celui-ci,
Abstraction faite de l'angoisse, je cite, assez anxiogène que génère le souci que je me fais pour mes proches, dont beaucoup sont fragiles. Abstraction faite de l'infinie tristesse que j'éprouve pour tous les personnels qui continuent de travailler dans des conditions accablantes pour assurer notre alimentation, hygiène, santé, et pour les nombreux malades. Vous voyez, on n'est pas dans une absence d'empathie. C'est à peine exagéré si je dis que je passe l'un des plus beaux moments de ma vie. Il n'y a presque aucune voiture dans mon village aujourd'hui, j'entends le chant des oiseaux, je passe de nombreuses heures à tailler des arbustes, nettoyer mon bassin, compter les grenouilles, etc. On a donc ici quelqu'un qui s'épanouit dans un contexte où elle peut se consacrer à ses activités préférées et à ses intérêts spécifiques. L'une des difficultés majeures, en effet, que l'on rencontre ordinairement, ce sont les manifestations d'affection et d'amitié, les interactions informelles embarrassantes, le contact physique rapproché avec les gens qui vous saisissent par le coude, par le bras, etc., ou qui parlent trop près de vous, qui vont dans ce qu'on appelle la proxémie, beaucoup trop près selon des usages, même pour nous, alors encore plus pour des personnes autistes évidemment. C'est très difficile d'arriver à compenser ces excès olfactifs pour certaines personnes, et puis ces excès de ce qu'on pourrait aussi appeler une puanteur psychique pour d'autres personnes qui déversent sur vous leur présence envahissante. Alors tout cela, je ne l'invente pas évidemment, hein, ce sont des descriptions que j'ai pu entendre. Ce sont des descriptions où, comme vous le voyez, quand on parle de présence envahissante, c'est à la fois une présence physique, donc on sent la sueur des autres, on sent l'haleine des autres, on sent le petit bruit que certains vont faire avec leurs mandibules en faisant craquer leurs dents légèrement, ce que les autres ne remarquent pas. On voit les reflets dans les lunettes d'un tel. On sent également la présence envahissante des émotions des autres, et c'est quelque chose qui conduit à se renfermer, ce qui laisse penser qu'on est une personne qui ne ressent rien, qui est renfermée, etc. Alors, en ce qui concerne les relations, les relations à distance, eh bien, elles ne sont pas du tout virtuelles pour ces personnes. Ce sont de vraies relations parce que justement, elles ne débordent pas sensoriellement. Elles nous rapprochent d'autrui. Elles nous rapprochent par les interactions que l'on peut avoir sans débordement. Et de fait, l'apparition des forums de discussion, du net, a permis des échanges beaucoup plus fréquents entre les personnes autistes et l'apparition d'associations de personnes autistes qu'on jugeait totalement impossibles il y a de nombreuses années. On a même des gens qui sont très peu verbaux, qui peuvent s'exprimer par écrit dans ce contexte. Alors bien sûr, je précise quand même que même à l'écrit, la vulnérabilité de ces personnes sur les réseaux sociaux reste importante. On peut profiter de la tendance des personnes autistes à prendre tout au premier degré, à ne pas se méfier, pour se faire passer pour l'un d'entre eux, et puis l'une d'entre elles, et puis profiter de l'anonymat pour manipuler des personnes. Et donc la vulnérabilité ne disparaît pas pour autant sur ces réseaux sociaux à distance. Ce qui change, non, c'est la proximité et le fait qu'on puisse avoir une proximité intellectuelle sans avoir de proximité physique. Ça, c'est quelque chose qui est précieux, visiblement. À propos de ce plaisir également de l'écrit, il y a la distance introduite par l'email qui permet un recul critique par rapport à ce que l'on a pu dire en direct et de reprendre ses propres propos. C'est ce que j'ai proposé d'ailleurs aux participantes. Dites-moi ce que vous pensez de ce que vous nous avez dit, de la transcription, rectifiez-la si vous le souhaitez, ce qu'on ne ferait jamais en sociologie, mais ce que je fais très volontiers, parce que ça permet d'entrer dans une temporalité où on peut élaborer dans un second temps son propos, ce qui est très rassurant par rapport à quelqu'un qui est autiste et qui a besoin de repérer les inexactitudes, les incohérences, qui est très sensible à l'incohérence des autres, mais encore plus de son propre discours. Et donc, on peut compléter un argument par écrit, ce qu'on ne peut pas faire avec d'autres moyens. La visioconférence peut être plus délicate quand même à aborder, puisque même s'il y a de la distance physique, ça fait intervenir beaucoup plus la prise de parole devant les autres, et ça reste délicat. Alors, nous, je le disais tout à l'heure, nous, individus ordinaires, nous ne risquons pas pour autant de devenir autistes en étant confinés, même si on nous demande de nous distancier, puisque l'autisme est une neurospécificité. Par contre,
lorsque les personnes autistes s'isolent, peut-être font-elles l'expérience d'une barrière qui leur est imposée, qui est peut-être un équivalent des barrières relationnelles rencontrées par les personnes autistes dans leur vie de tous les jours. Je vais conclure sur cet aspect en citant l'une des participantes qui me disait « Peut-être que le sentiment d'oppression et de claustrophobie que décrivent en ce moment, donc pendant le confinement, les neurotypiques, est le pendant, toute proportion gardée, de ce que nous vivons le reste du temps. » Et effectivement, poursuit-elle, pour les neurotypiques, le mur physique est très contraignant, alors que pour les autistes, les murs sont relationnels. Un neurotypique enfermé dans sa chambre va se trouver bien en peine de s'accepter lui-même face au mur de sa propre habitation. Et bien, une personne autiste va avoir de grandes difficultés à s'accepter elle-même face au mur relationnel des relations courantes. Elle-même, cette participante, se heurte d'ordinaire à un monde incompréhensible ou difficilement compréhensible, à des séries de barrières sociales invisibles, imprévisibles, avec des enjeux de pouvoir qu'elle ne comprend pas, des hiérarchies qu'elle ne comprend pas, des compétitions implicites qu'elle ne comprend pas, et souvent aussi une absurdité dans les conduites qui font qu'elle le constate, les personnes ne font pas ce qu'elles disent. Et ce défaut de cohérence-là est quelque chose qui représente véritablement une forme de mur relationnel. Voilà, j'insiste sur ce défaut de cohérence qui existe finalement partout, hein, dans de très nombreuses actions, que nous faisons. Nous ne sommes pas en accord avec nos principes et ce que nous disons, déclarons. C'est ce qu'on peut appeler l'acrasie ou faiblesse de la volonté. C'est ce qu'on peut aussi appeler la contradiction performative, quand nos actes vont à l'encontre de ce que nous disons. Et puis, c'est aussi évidemment le mensonge, l'hypocrisie. L'hypocrisie, ce dernier hommage que le vice rend à la vertu, dit-on, qui finalement fait partie de ce que nous interprétons, de ce que nous connaissons, de ce que malheureusement nous pratiquons aussi parfois, et qui sont des obstacles souvent insurmontables pour les personnes concernées. Voilà quels sont les murs relationnels dans lesquels sont confinés, entre guillemets, les personnes autistes pendant la plus grande partie de leur vie. Je m'arrête sur ces aspects et je reviens vers vous en grand écran. Merci beaucoup, Pierre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le débat. Je vais demander à chacun, je laisse, vous pouvez alors agiter la petite main bleue à côté de votre nom dans l'onglet participants, ou alors je vais ouvrir aussi le chat. Vous pouvez dire dans le chat. Je vous rappelle les petites règles qu'on suit. Si je vous donne la parole, vous passez à l'écran, vous serez dans la vidéo qui sera ce soir sur YouTube. Si vous ne voulez pas de cela, vous pouvez poser la question dans le chat et je la relais. J'ai une petite main bleue, Nadine, à qui je donne le micro. Alors, ce n'est pas Nadine, hein, c'est Daniel. Mais moi, j'avais une question générale au départ, parce que sur la définition, tu te définis comme philosophe, oui. Mais j'aurais attendu, pour moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est une conférence de sociologie ou de psychologie. Oui. Et comme tout à l'heure, je parlais d'économie avec Patrick en disant, l'économie, c'est super large et on ne se rend pas compte ce que c'est exactement. Et c'est vrai que là, je me dis, tiens, c'est un champ de la philosophie. Tout à fait. Alors, je le revendique complètement, hein, effectivement. Le champ de la philosophie du handicap que j'essaye de développer avec quelques collègues français, on est vraiment sur les doigts d'une main, je crois, hein, en philosophie du handicap spécifiquement. Elle comporte de très nombreux échanges avec des collègues psychologues. J'ai enseigné d'ailleurs la psychologie un certain nombre d'années, avec des collègues sociologues, bien sûr, parce que la sociologie du handicap, elle, est très développée. Et à chaque fois, on utilise des méthodes qui sont différentes. Par exemple, cette possibilité d'écrire à deux voix avec une personne qu'on dit en situation de handicap, ça, c'est des choses que j'ai pu faire et que d'autres collègues, pour des raisons méthodologiques nombreuses, complexes, liées aux disciplines, ne feraient pas du tout.
moi, je me lance dans des choses que d'autres ne feraient pas et j'applique aussi indirectement. Alors, j'ai essayé de le montrer de temps en temps, mais je ne voulais pas surcharger l'exposé d'éléments philosophiques. J'applique des choses qui sont empruntées à différents auteurs et qui viennent évidemment enrichir cette réflexion partagée. Ok, merci. Je n'ai pas de petite main bleue encore. J'avais une question au passage. Moi, ce qui me frappe pour reprendre quelque chose que tu viens de dire, Daniel, c'est à quel point cette méthode est empathique. En t'écoutant, on a au moment où tu as fini par définir le plaisir du confinement, on le partageait avec elle. J'espère bien, oui, tout à fait. C'est l'idée. Hein. C'est l'idée de rentrer le plus possible. Tu n'as pas fini ta question, pardon. Peut-être que je l'emmenais un petit peu ailleurs, mais ma question, au bout du compte, moi, ce qui m'a resté comme impression, c'était que nous ayons fait ressentir ce plaisir qu'elles ont trouvé dans le retrait. On se dit, alors il faudrait réussir à garder dans la société qui se reconstitue ce sens du retrait ou de l'étagement des espaces, une société dans laquelle on puisse percevoir les sas, la progressivité de sas qui nous protège entre le retour au public complet, à l'ensemble de ces choses que les personnes atteintes de troubles autistiques nous permettent de repérer et que nous ressentons tous peut-être à des petits degrés d'intensité différents. Elle nous amène à concevoir le fait qu'il y a des espaces de grande exposition, des espaces où on profite du retrait pour compter ses grenouilles, j'ai beaucoup aimé cet exemple, et qu'entre les deux, on pourrait imaginer qu'on retourne à la société par un certain nombre de sas. Et que peut-être on aurait envie d'une société dans laquelle on puisse davantage aménager, matérialiser pour elle, mais peut-être aussi pour tous, notre acceptation, notre consentement au franchissement de... Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Arnaud, parce qu'effectivement, cette notion de sas, et notamment de sas de décompression, a été abordée par les participantes au moment où nous avons traité de la question du lieu de vie. Qu'est-ce que ça fait de rentrer dans son lieu de vie? Justement, c'est l'endroit où on peut enlever ces différentes couches protectrices que l'on met par rapport à ce jeu social. Ne comprennent pas bien. Et ce lieu de vie, c'est une frontière entre l'intérieur et l'extérieur, me disait une des participantes. Et on pourrait imaginer qu'il y ait plus de sas que la simple habitation, mais que nous arrivions à mettre en place un certain nombre de sas, y compris dans nos lieux de travail, nous permettant de reprendre pied par rapport à un monde dans lequel nous nous sentons de plus en plus oppressés. Et c'est une manière d'envisager le travail qui est extrêmement intéressante, alors qui est très lourde à envisager. Quand on a réfléchi à l'université, à la manière de créer une université dite ASPI-friendly, c'est-à-dire ouverte aux personnes porteuses d'Asperger, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'était pas du tout dans les clous pour proposer ces différents sas, que les espaces n'étaient pas adaptés. Et il faut comprendre que cet espace ou cette safe place, pour le dire à la manière des anglo-saxons, ça peut être un lieu physique, mais ça peut être aussi certains rituels, certaines façons de se conditionner soi-même pour se stabiliser. Ce que font les personnes autistes, qui vont utiliser alors des steam toys, par exemple, des petits objets mous, agréables qu'elles vont manipuler pour se rassurer. Ça peut être des mouvements répétitifs, alors on va juger ça aussi comme étant des symptômes, mais ces stéréotypies ou mouvements répétitifs sont des manières de créer une safe place autour de soi. Alors, je ne dis pas lieu sûr, parce que nous, quand on dit se mettre en lieu sûr en français, ça a une autre connotation. C'est plutôt carcéral, le lieu sûr. Mais c'est l'idée d'un lieu qui est sûr, qui est agréable. Et on pourrait le faire pour nous aussi. Alors, certains collègues pratiquent peut-être la méditation, la sophrologie, où justement, il suffit d'avoir quelques minutes dans un espace où il n'y a pas trop de bruit, voire même dans un espace bruyant où on est caché des autres, pour essayer de revenir à soi-même et de stabiliser une relation à soi et aux autres qui serait de l'ordre de cette safe place. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir de travailler avec ces personnes autistes dans le sens que tu indiques là. Merci. Alors, je relais deux questions dans le chat et puis je donne la parole à Patrick qui vient de la demander. Dominique, alors Séverine disait que c'était passionnant et qu'étant plutôt tactile, elle comprenait maintenant à quel point cela pouvait être un fardeau pour les autres. Il ne faut peut-être pas cesser d'être complètement tactile non plus. Et elle ajoutait
comment diagnostique-t-on les autismes comme petite question. Et Dominique demandait en pratique quelle est la méthodologie, entretien non directif, comme les sociologues, est-ce qu'il y a une hypothèse du départ philosophique ou bien? Alors oui, je peux répondre sur la méthodologie. Ce travail que j'ai mené avec ces jeunes femmes s'inscrit dans la démarche Cap Droit, qui est une démarche initiée par Benoît Hérault, qui est sociologue au CNRS, qui s'interroge sur le respect des droits de personnes avec handicap. Et donc, on suit une méthode commune à ces différents groupes dans lesquels il faut qu'il y ait une représentation de chacun, où l'expression que l'on va faire du travail doit respecter, comme j'ai essayé de le faire le plus possible, la parole des participants, où il ne peut pas y avoir de théorisation de la parole des participants a priori. On ne va pas faire rentrer ces discours à l'intérieur. Du coup, on n'est pas dans des entretiens semi-directifs ou même non directifs, parce que comme je l'ai dit, on est dans une discussion de groupe où chacun peut proposer quelque chose à partir d'un thème. En fait, on part d'un thème, par exemple le lieu sûr dont je parlais tout à l'heure, ou le sas de décompression dont parlait Arnaud, qui fait sens pour ces personnes, qui vont me proposer un certain nombre d'éléments les unes après les autres. Et puis ensuite, comme je l'ai indiqué aussi, pour tenir compte de cette temporalité seconde qui existe notamment dans l'autisme, je renvoie la transcription que je fais aux différentes participantes qui peuvent reprendre leurs propres propos de façon à les affiner, à les préciser, à trouver le mot juste. Bon, chose qu'on ne ferait pas du tout en sociologie, mais que là, on a mis au point compte tenu de la spécificité de ce groupe. Voilà, bon, ça, ce sont peut-être des choses qui sont très sciences humaines, mais effectivement, il est important dans la manière que j'ai de travailler avec les personnes de permettre une parole la plus développée possible, parce que les idées de thèmes que je peux avoir au départ peuvent tomber complètement à côté. Par exemple, si je m'étais limité dans la façon dont on envisage le lieu de vie à un lieu physique, c'était quelque chose qui passait complètement à côté de cette possibilité de se rassurer et de créer son propre espace autour de soi que m'ont apporté les participantes. Donc, à partir du moment où on reste en phase les uns avec les autres, on peut suivre le fil d'une pensée qui n'est pas forcément une pensée standard. Merci. J'ai ouvert ton micro, Patrick. Oui, mais il y a encore des questions qui n'ont pas été répondues, entre autres, comment diagnostique-t-on les autismes de Séverine? Oui. C'est une question compliquée, sûrement d'ailleurs. Oui. Bon, alors c'est là que je vais avoir plus de difficultés à répondre parce que, effectivement, ça, ce sont des collègues psychologues qui pourraient répondre précisément à ces questions. Il faut être spécialisé dans le domaine. Le diagnostic est très long et très difficile à mettre en place. C'est pour ça que souvent, il dure une année entière dans les CRA, dans les centres régionaux autisme. Et c'est toute une démarche à partir d'interrogations souvent des personnes elles-mêmes. Pour les jeunes femmes dont je vous parlais, ce sont elles qui ont ressenti vraiment une difficulté à vivre. L'une d'elles me disait, par exemple, j'ai le sentiment que là, je travaille, donc j'ai une activité, je tiens, mais je finirai folle. Elle avait vraiment cette impression que quelque chose n'allait pas chez elle, sans pouvoir mettre des mots dessus. Et puis, elle a mis une année à obtenir ce diagnostic et à l'issue, eh bien, ça soulage un certain nombre de personnes. Julie Daché, cette jeune femme dont je vous parlais, qui s'est fait la porte-parole de beaucoup de femmes autistes en France, disait qu'elle avait été extrêmement soulagée par le diagnostic. Parce que, enfin, tout se réorganisait dans les difficultés qu'elle avait pu vivre, tout prenait sens finalement pour elle, et elle relisait son histoire à l'aune de ce qu'elle avait appris d'elle-même. Donc, au lieu de la pathologiser, de la plomber d'une certaine façon en la renvoyant à cette catégorie d'autistes, eh bien, elle, ça lui a donné une identité. Voyez. Alors, sur le diagnostic, encore une fois, là, sur les détails diagnostiques, ça se fait en équipe et moi, je ne participe pas à tout ça. Je ne suis pas suffisamment compétent pour le faire, pour vous en parler. Patrick. Okay. Bon, alors je peux peut-être y aller là. Donc, moi, ma question, elle est subséquente à une remarque, puis à un vécu. C'est que finalement, on s'est bien aperçu, en tout cas moi je me suis aperçu pendant le confinement que j'ai kiffé le confinement, on va dire ça comme ça, j'ai kiffé cette espèce de retrait, et puis je l'ai kiffé d'autant plus que je venais d'être en retraite, donc c'était un retrait dans le retrait, donc c'était quelque chose de formidable. Et puis je me suis rendu compte que ça fait beaucoup de bien.
Mais je me suis aussi interrogé en voyant mes collègues qui sont toujours en activité, qui ont vécu ça parfois très mal, ce confinement-là. L'injonction qu'on a en gros à la performance dans nos métiers, et qu'il s'agisse d'autistes ou de non-autistes, est importante. Et je ne vois pas comment, dans l'activité normale d'un enseignant-chercheur normal, mais de n'importe quel travailleur normal, on peut aménager ces espaces. À cause du temps dont on manque, d'une certaine manière, parce qu'on est enjoint d'être performant. Alors, ce que je voulais savoir, c'est comment un autiste, quelle est la relation de l'autiste au temps? C'est-à-dire finalement, ces moments où ils peuvent trouver leur lieu sûr. Alors, ils l'ont trouvé dans le confinement, mais je suppose que pour survivre, ils s'en trouvent, ils ont des stratégies pour en avoir. Comment ils vivent ça? Parce qu'ils subissent les mêmes injonctions que nous en termes de performance, etc. Je pense pour ceux qui sont de haut niveau. Comment ça se vit quand on est autiste? Oui. Là, ça se vit souvent très mal parce que, alors, imaginons qu'on ait une circonstance très favorable, c'est-à-dire que, par exemple, comme certaines personnes à l'université, c'est ce qui nous plaît le plus, les intérêts spécifiques, qui fait la substance du travail. Déjà, ça serait une circonstance vraiment très favorable. Mais même comme cela, avec toutes les injonctions supplémentaires qu'on connaît, hein, les problèmes administratifs, les problèmes autres, qui vont se rajouter, ça peut créer ce qu'on va qualifier de burn-out ou de décompensation. Donc, on va dire, voilà, décompensation psychotique. Ça peut être pathologisé très vite. Et nombre des personnes avec lesquelles j'ai travaillé ont connu ça par le passé. Par ailleurs, comment tu dis? Dans les autistes. Oui, oui. Parce que là, pour moi, je ne les trouve pas peut-être très différents de nous, là, mais bon. Ah, tu sais, alors là, on peut avoir un doute aussi. Hein. L'enseignement supérieur, bon, voilà. Bon, ouais, oui, ok. Il y a pas mal de profils de ce. C'est ce que me disait aussi Fabienne Casalis, avec laquelle j'ai correspondu. Elle me dit, au CNRS, l'enseignement supérieur, il n'est pas rare finalement qu'on trouve des gens qui ont un profil, on va dire, neurospécifique en général, voilà, sans vouloir forcer le trait et autistiser trop de monde. Là, ça serait mais bon, le fait, par exemple, de se consacrer avec autant de passion à ses intérêts propres, le fait d'avoir parfois des phobies administratives très fortes. Alors, certaines personnes autistes me disaient, si on me demande de faire quelque chose qui me plaît, je peux y passer toute la nuit sans problème, je peux oublier de manger sans problème. Mais on me demande de remplir un formulaire, ce qui est cognitivement beaucoup plus simple. Ce n'est pas que je ne veux pas, je ne peux pas le faire. Il y a quelque chose en moi qui, émotionnellement, me déborde et ça devient impossible. Alors voilà, si vous connaissez certains collègues qui sont dans ce genre de difficultés, oui, je t'en prie. Non, mais je suis. Ah, pardon. Je fais mon portrait là, ça m'embête quand même. Voilà, mais écoute, tu sais, on peut très bien le vivre aussi si on a l'environnement adapté. Hein. C'est ça que j'essayais de défendre dans cet exposé, c'est-à-dire que si la différence est parfois invisible et si on le vit très bien, ben, finalement, où est la pathologie? Sinon, dans la pathologisation qu'on pourrait imposer de l'extérieur. C'est une vraie question. Où est la pathologie? Sinon, dans le fait que des contraintes nouvelles vont nous conduire à avoir des comportements qui vont être jugés par nous-mêmes pathologiques parce que justement, on est dans un environnement de plus en plus toxique. Et je ne parle pas évidemment d'une toxicité chimique ici, mais d'une toxicité sociale, organisationnelle, etc. Donc ça répond clairement à la question que je me posais, c'est-à-dire de plus en plus je suis convaincu que quand on demande, on parle de transition écologique, mais derrière la transition écologique, il y a les transitions sociales, etc., etc. On voit bien qu'il y a une contradiction entre l'injonction à la performance outrancière et en quelque sorte à l'aliénation par rapport au travail. Il faut bien le dire, puisque la plupart des gens sont conduits à dépasser largement, enfin la plupart, en tout cas ceux qui ont des horaires non fixes, et même dans les horaires fixes, souvent il y a un surinvestissement. Donc tout ce sur quoi on nous pousse rend pratiquement impossible, place les gens finalement dans des situations de burn-out forcées, quoi. Oui, oui, c'est ça. Et une standardisation aussi de plus en plus importante de la manière de procéder. C'est-à-dire que si j'ai un mode de fonctionnement non standard, je vais peut-être avoir une pensée qui se ramifie, je vais avoir une pensée qui va être certes peut-être dirigée dans un premier temps par des aspects méthodologiques efficaces, d'accord, très bien, mais si ces aspects ne sont plus simplement de la méthode, mais font preuve d'une rigidité si importante que finalement ça contraint ma pensée, ça l'oblige à aller dans un certain sens, alors ça devient totalement insupportable.
Et c'est là que ces personnes vont quitter le navire. Bon, ce sont des gens qui ont très souvent de gros problèmes au travail, parce que souvent, elles se permettent des remarques que leur rang hiérarchique ne permet pas. Mais cette notion de rang hiérarchique ne fait pas sens. Et c'est typiquement quelqu'un qui, au moment d'une grande assemblée générale, va prendre la parole devant le directeur pour dire que ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi et qu'il a des arguments pour… Voilà, ça, c'est typique avec des salariés autistes, c'est ce qu'on peut rencontrer. Ou une jeune femme qui participait au groupe et qui me disait, moi, j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice en arrivant, j'ai voulu donner mon regard neuf sur l'entreprise, dire ce que j'en pensais, proposer des choses intéressantes. On m'a fait comprendre que, arrivé depuis 15 jours, je n'avais pas à m'exprimer là-dessus. Voilà. Et donc, ça c'est redoutable. Et tu fais aussi référence à un autre aspect qui est le défaut de cohérence. C'est-à-dire, les valeurs affichées par l'entreprise ne sont pas les valeurs manifestées dans l'entreprise. Les valeurs de l'entreprise ne sont pas les valeurs dans l'entreprise. C'est fréquent. Pour des questions d'image, on va dire, voilà, nous, on est dans le respect des travailleurs, on tient compte des rythmes, etc. Et puis, on s'aperçoit qu'en pratique, c'est l'inverse qui se produit. Bien ça, ce défaut de cohérence, pour des personnes autistes, c'est insupportable. Tu peux pas le tenir. C'est-à-dire que tu fais ce que tu dis. Alors, je ne veux pas non plus dire que des personnes autistes ne mentent jamais, mais elles mentent difficilement et puis très mal. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Mais en tout cas, la cohérence est une valeur. C'est intéressant pour nous parce que souvent, on l'oublie, cette valeur de cohérence entre nos convictions, nos dires et nos actes. Et puis là, on a des gens qui ne comprennent pas. Alors, bien sûr, l'exemple de jeunes femmes autistes qui voient des contradictions de valeurs énormes, c'est Greta Thunberg, qui est connue par tous aujourd'hui. Mais elle, et là je mets ma main à couper, qu'elle n'est manipulée par personne derrière, on ne pourra pas lui faire dire quelque chose qu'elle ne pense pas et qu'elle ne croit pas. Bien sûr qu'elle est aidée par des groupes de défense de l'environnement, évidemment, mais on ne fera jamais dire à une autiste, même à une jeune femme, même à une adolescente, quelque chose qu'elle ne croit pas et quelque chose avec quoi elle n'est pas en phase complètement. Voilà, ça, on le sent très bien. Et puis, on voit aussi très bien qu'elle peut s'exprimer de la même façon face à des chefs de gouvernement ou face à n'importe quelle autre personne, quelle qu'elle soit. Il y avait une nouvelle question pardon, Nadine, c'est Daniel. Je vais y arriver. J'ai ouvert le micro, Daniel. Oui, en t'entendant, on a vraiment ce questionnement sur la norme. Alors, sur les autistes, j'en ai eu plusieurs fois, plusieurs années en classe. C'est vrai que dès que c'est un peu marqué, on perçoit vraiment le spectre autistique, le syndrome. Mais globalement, je fais des cours depuis des années sur je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, le connais-toi toi-même. Et très souvent, on voit les étudiants qui, parce qu'ils se mettent à parler finalement d'eux, se rendent compte que les autres sont extrêmement différents. Et j'ai l'impression que forcément, on se projette sur les autres en considérant que soit ce qu'on pense est la norme, soit inversement, que tout le monde suit une norme qui est imposée de l'extérieur. Et il y a souvent beaucoup de surprises, en fait, parmi les étudiants, à partir du moment où on plonge un peu dans l'intérieur, finalement, des gens, qui se rendent compte qu'en fait, la norme n'existe pas et qu'ils ont un comportement, comme le dit Dominique dans son message, où en fait, cette question de la cohérence, de la logique, les gens ne la respectent pas et on a l'impression que la norme extérieure est de plus en plus forte. Parce que quand on fait comme ça des cours sur ce genre de sujet, on voit beaucoup d'étudiants qui pleurent, on voit beaucoup d'étudiants qui vont mal parce qu'en fait, ils se rendent compte que cette cohérence, ils ne l'ont pas entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Et en fait, ça révèle énormément de choses. Et je trouve que c'est intéressant cette question d'autisme parce qu'il y a des handicaps qui sont faciles à classer, on va dire. On va dire, voilà, ça c'est une personne handicapée. Et le problème, c'est que l'autisme, ça nous met mal à l'aise quelque part parce que c'est un spectre, parce que, comme le disait Patrick, des fois on se demande si on l'est pas soi-même un petit peu parce que c'est tellement un continuum qu'on se dit, le continuum, il est aussi peut-être dans beaucoup d'autres choses qu'on ne perçoit pas. Et en tout cas, je trouve que cette question de l'autisme et surtout d'Asperger, ça bouleverse quand même beaucoup la façon de percevoir les autres.
Oui, alors tu as tout à fait compris ma perspective, hein, qui est celle d'une interrogation sur les normes en philosophie. C'est vraiment ça que j'ai mené depuis des années. Et cette question des normes nous renvoie forcément à nous-mêmes. Donc la remarque qui avait été faite dans le chat sur l'idée que le refus du manque de cohérence n'est pas seulement le fait de personnes autistes, bah, j'espère bien, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous le sentons très fortement nous-mêmes quand nous sommes en désaccord avec nos valeurs, quand nous agissons et que nous ne pouvons pas faire ce que nous avons souhaité. Souvent, c'est quelque chose que physiquement nous percevons. Mais c'est particulièrement marqué pour ces personnes. Et puis, tu faisais allusion au travail avec les étudiants. Je suis ravi d'entendre des choses de cet ordre. Aujourd'hui, si j'avais à faire un cours sur le handicap, j'en ferai sans doute bientôt encore, je parlerai essentiellement du narcissisme des autres, parce que effectivement, nous avons toujours tendance à projeter ce que nous connaissons de nous-mêmes, notre rapport à notre propre corps, notre rapport à notre propre façon de penser, etc., d'argumenter sur l'autre. Et nous nous disons, par exemple, avec de tels comportements, en voyant quelqu'un qui s'agite de façon pour nous incohérente, eh bien, si j'étais dans un tel comportement, ça voudrait dire que je suis complètement désorganisé, désorienté, sauf qu'on n'est pas dans l'autre, on n'est pas en son lieu et place. Et on oublie souvent de le faire. Ou encore en disant, si j'étais paralysé comme des personnes avec lesquelles j'ai travaillé beaucoup par le passé, je voudrais en finir, ma vie n'aurait pas de sens. Et j'ai travaillé avec des gens justement qui nous disaient à quel point leur vie avait du sens malgré la paralysie physique totale, quasi complète. Donc, pour revenir aux personnes autistes, on projette sur leur comportement quantité d'éléments qui sont des jugements implicites en fait dans ces regards, ce regard de l'autre dont on parle si souvent, c'est en fait un jugement sous-jacent qui vient de ce que nous éprouvons et de ce que nous imaginons à partir de notre propre expérience et également à partir des préjugés, de l'ensemble des références sociales dont nous disposons, qui vont nous faire plaquer sur le comportement des autres des explications qui sont inadaptées. Donc, je te remercie parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, des choses que j'essaie de faire passer également aux étudiants. Je profite là du fait qu'il n'y ait pour l'instant pas d'autres questions. Il nous reste encore quelques minutes, mais est-ce que tu pourrais nous rappeler, nous dire que j'imagine que cette étude auprès de ces jeunes femmes qui t'a permis d'aborder la question du confinement qui a dû vous tomber dessus n'était pas le but premier de l'étude. Est-ce que les finalités de l'ensemble de l'enquête, le temps qu'elle doit encore durer, les résultats qui sont attendus, est-ce que tu pourrais nous rappeler ça? Ça sera intéressant aussi pour les gens qui regarderont la vidéo. Oui, oui, tout à fait. Donc là, je pourrais renvoyer ces personnes à la démarche Cap Droit en général, dont le groupe est une émanation. Donc la démarche Cap Droit qui a été initiée par des collègues sociologues, dont Benoît Hérault, dont je parlais tout à l'heure, qui vise à créer des groupes de personnes avec différents types de handicaps, donc des groupes homogènes et différents groupes avec des handicaps différents, pour rendre compte de la négation des droits de nombreuses personnes dans notre société. Le fait, par exemple, quand on a un handicap intellectuel, d'être constamment infantilisé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on vous donne davantage la parole pour essayer d'exprimer vos droits, d'exprimer votre propre voix? Qu'est-ce qu'on va vous permettre dans un groupe donné? Qu'est-ce que ça va occasionner en termes de mise en place d'une discussion? Et le but à la fin, c'est que tous les participants, le plus de participants possible, viennent prendre la parole. Alors ça pourrait être, on avait envisagé à l'ONU, on avait envisagé dans des lieux de représentation vraiment importants. Ça va être difficile avec les jeunes femmes autistes parce que prendre la parole en public devant un grand nombre de personnes, c'est un exercice particulièrement difficile, particulièrement délicat pour ce profil. Mais ça, c'est la finalité sociale du travail que nous menons. Quant à mon propre travail ici de philosophe, évidemment, tout ce que je vais travailler avec ces personnes, ça sera une manière d'enrichir la réflexion sur les normes dont je parlais juste précédemment. Alors, si personne ne lève sa petite main bleue, j'avais juste encore une petite question. Ah, si. Mais alors, je pose quand même ma petite question et je donne la parole à Pangolin25. L'ensemble des hypothèses que tu as faites sur le plaisir du confinement, est-ce que les mois qui ont suivi le déconfinement, j'imagine que l'échange a continué, est-ce que déjà les 3 mois de déconfinement ont permis de confirmer par le retour peut-être d'un certain type de déplaisir
les hypothèses faites sur le plaisir du confinement, ou est-ce qu'on garde du confinement des savoir-faire, des savoirs se protéger dans le confinement? Alors oui, tu mets le doigt sur la question que je veux poser dans notre réunion de vendredi. On aura à réfléchir sur cet aspect-là. Mais je sais que le déconfinement a été très difficile pour plusieurs participantes parce que plus on s'est senti à l'aise pendant cette période de 3 mois, plus la sortie, évidemment, est délicate avec du coup une accélération des consignes dans le champ du travail, dans le champ professionnel, où on va avoir quantité de consignes nouvelles, donc réadaptation constante. On va avoir beaucoup de travail à rattraper, donc désorganisation de ce qui devrait être une organisation planifiée à l'avance pour aller dans le sens de ces personnes. Puis retour à toutes ces difficultés dont on a parlé ensemble, éventuellement en présentiel. Heureusement, un peu plus de distanciel qu'auparavant quand même. Mais oui, ça reste difficile et je ne pense pas qu'elles aient réussi à ménager un espace de travail suffisamment apaisant pour elles lors du déconfinement. Non plus d'ailleurs que collectivement, nous avons vraiment réussi à changer nos habitudes de travail. Sauf peut-être les conférences par visio, les échanges par visio comme ceux que nous avons en ce moment, qui parfois peuvent se passer très bien. Je trouve que personnellement, j'ai progressé dans cet exercice. Mais voilà, ici, non, on comprend bien que le déconfinement a été pour elles particulièrement difficile. Et la question que je voulais leur poser lors de la prochaine séance, c'est la question de l'adaptation à des temporalités qui sont comme ça hachées, où on change de règles constamment. Est-ce que ça leur rappelle une expérience courante? Comment elles y répondent ordinairement et comment, du coup, nous, collectivement, nous pourrions y répondre? Je donne la parole à Pangolin Vincent. Ça devrait marcher. Il faut peut-être débloquer ensuite votre micro aussi de votre côté. J'ai appuyé sur niveau. Ça devrait marcher. Oui. Ah. Pangolin. Enlevez sa main. Bon. Je regarde dans le chat. Dominique me dit, est-ce que les incohérences dans les consignes masques ont été plus violemment ressenties par les personnes expérimentées? Oui. Oui, évidemment. C'est-à-dire que tout ce qui peut nous marquer en se disant, bon, c'est ridicule, bon, mais on le fait quand même parce que c'est la règle, voilà, ça c'est quelque chose qui va être très, très difficile à faire pour quelqu'un qui n'a pas cette souplesse par rapport à une règle qu'il ne peut pas comprendre. Ah, je vois que notre Pangolin 25 a le micro ouvert. Est-ce que vous nous entendez? Ne souhaite peut-être pas parler. Je vois que Patrick, lui, a relevé une main bleue. Ça devrait être bon, Patrick, normalement. On n'entend pas. Voilà, ça y est, c'est bon. Non, je crois qu'on avait un conflit d'ouverture de micro. Oui, ma question, c'est devant l'incohérence, un autiste en général, il réagit par l'angoisse ou par la colère? Devant l'absence de cohérence? Oui. Ouais. Oui, eh bien, oui, c'est ça, effectivement. La plupart du temps par l'angoisse, parfois par la colère, oui. Oui, bien sûr. On peut avoir des gens qui se mettent dans des états qu'on ne comprend pas du tout, ou qui doivent sortir de la salle. Enfin, donc, il peut y avoir des réactions émotionnelles extrêmement fortes quand quelque chose les heurte à ce point. Du coup, c'est difficile de s'exprimer parce que même si on est en désaccord complet avec ce qui est dit, mais finalement, on n'a plus les ressources émotionnelles. La charge affective est telle qu'on ne peut plus parler, qu'on ne peut plus le dire alors qu'on serait en capacité d'avoir des arguments. Ok, merci. Eh bien, si nous... Pangolin 25, apparemment, pourrait nous poser des questions. Le micro est ouvert de son côté. C'est ouvert, en effet. Oui.
On nous avait bien dit de se méfier des pangolins, attention. Hein. Ou bien alors, est-ce que vous pourriez pas poser votre question par la conversation il suffit de cliquer en bas sur converser, et puis après on peut poser sa question par écrit si toutefois votre micro ne marchait pas ou si vous n'aviez pas de micro. Non. Bah, apparemment non, hein. Bon, désolé. On peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui a beaucoup de mal à parler à l'oral et qui a besoin de passer par l'écrit, effectivement. Ouais, je suis en train de réfléchir à des moyens de permettre ce type d'échange avec des gens qui sont peu verbaux ou non verbaux. Ça serait vraiment, si on arrivait à créer une architecture pour créer des forums dédiés, on pourrait peut-être, en tout cas c'est l'hypothèse que je fais, arriver à avoir des échanges avec des gens qui ordinairement ne sont pas accessibles à l'échange verbal et donc complètement mis à l'écart socialement parlant. Bien, merci beaucoup Pierre, je crois qu'on arrive à notre heure et demie. Ce que je vais couper l'enregistrement afin de nous permettre de nous dire au revoir